RCF. Bonjour Lise Magnier. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de RCF Cœur de Champagne, député Horizon de la 4e circonscription de la Marne. On a vécu une semaine éprouvante sur l'actualité politique de notre territoire. Lise Magnier, comment avez-vous reçu la démission lundi dernier, la démission surprise de Sébastien Lecornu, à peine un mois après sa nomination à Matignon? J'ai pas été surprise. Quand le gouvernement est annoncé dimanche à 20h, et quand on voit les réactions des uns et des autres et qu'on comprend en fait la situation de blocage dans laquelle on se trouve juste après la nomination du gouvernement, connaissant un petit peu Sébastien Lecornu, son tempérament, sa façon de faire, sa méthode, finalement lorsque effectivement lundi matin on apprend qu'il a remis sa démission au président de la République et que le président de la République l'a accepté, je fais peut-être partie des Français qui ne sont pas surpris. Alors, le Premier ministre démissionnaire a assuré que maintenant 210 députés souhaitaient une plateforme de stabilité. Êtes-vous dedans? Bien sûr. En fait, depuis 2022, c'est-à-dire depuis que nous n'avons plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe et l'ensemble des parlementaires Horizon, nous appelons à un pacte de gouvernement. Un pacte de gouvernement, c'est pas de dire qui, mais c'est de dire quoi. C'est une méthode de travail pour dire on ne regarde pas ce qui nous oppose, on regarde ce qu'on a envie et ce que l'on peut faire ensemble. Et donc, effectivement, nous, depuis 2022 et encore plus depuis 2024, évidemment, depuis les résultats et la nouvelle composition de l'Assemblée nationale suite à la dissolution de 2024, nous avons été les premiers à dire qu'il fallait un pacte de gouvernement pour assurer une stabilité. Et quand on dit un pacte de gouvernement, c'est un pacte de gouvernement de l'ensemble des partis républicains. Donc on va bien de LR jusqu'aux sociodémocrates. Et surtout qu'il y a le budget à valider avant la fin de l'année. Évidemment, notre pays doit être doté d'un budget avant le 31 décembre. Donc l'enjeu et la responsabilité des patrons politiques qui parlent et qui échangent entre eux en ce moment, ça doit bien être et uniquement être comment est-ce qu'on fait pour doter notre pays d'un budget. Lise Magnier, est-ce que cette plateforme de stabilité peut vraiment suffire à soutenir durablement ce gouvernement? Nous n'avons plus de gouvernement. Oui, donc, mais le gouvernement de demain. Le gouvernement de demain, ça va effectivement dépendre d'abord de ce qu'il propose, de ce sur quoi il est en capacité de s'engager, et ensuite de sa composition. On voit que les uns et les autres commencent encore et toujours à poser des lignes rouges. Chez Horizon, nous n'avons jamais exprimé des lignes rouges. Nous avons dit ce que nous souhaitions faire et comment nous souhaitions construire quelque chose pour notre pays. Alors j'ai du mal à suivre, Lise Magnier, vous parlez de stabilité, mais Édouard Philippe, ancien Premier ministre et président de votre parti Horizon, appelle à une présidentielle anticipée, je mets ça entre guillemets, présidentielle anticipée, oui, après le vote du budget. Comment concilier cette position avec votre priorité de stabilité gouvernementale? Mais justement, l'étape numéro 1, c'est le budget. Pour cela, il faut cette plateforme de stabilité, cet engagement commun de tous les partis républicains à doter notre pays d'un budget. C'est ça la stabilité. Et quand Édouard Philippe appelle à une présidentielle anticipée, là aussi il développe une méthode en disant il faut, si c'était la décision du président de la République, qu'il annonce très en amont la date à laquelle il pourrait envisager de partir pour laisser aussi une élection présidentielle se dérouler dans les meilleures conditions. Et donc c'est pas antinomique d'appeler à la stabilité actuelle, j'ai presque envie de dire à court terme pour notre pays, c'est on arrive à se doter d'un gouvernement pour se doter d'un budget et on y va et on s'y met tous, j'ai envie de dire, avec notre bonne volonté et notre capacité à construire. Et ensuite, et une fois que ça s'est fait, on anticipe une élection présidentielle pour éviter tout simplement de replonger dans cette situation une fois le budget adopté. Il y avait d'autres hypothèses qu'on a évoquées pendant plusieurs jours. On a parlé de présidentielle anticipée, on a parlé de démission immédiate du président de la République. On a aussi parlé de dissolution de l'Assemblée nationale. Une fois de plus, j'ai envie de dire, Maxime Michelet, d'ailleurs, député Union des droites pour la République de la Marne, a parlé de dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez partagé cette perspective il y a un moment donné? Partager cette perspective, non. D'abord, peut-être rappeler pourquoi est-ce que Marine Le Pen appelle à une dissolution. Elle appelle pas à une dissolution pour la France, pour l'Assemblée nationale, pour retrouver une capacité à agir. Elle appelle à une dissolution pour elle-même, pour régler sa propre situation judiciaire actuelle et lui permettre effectivement d'éclaircir la situation qui est la sienne vis-à-vis de la justice française aujourd'hui. Il faut pas l'oublier. Elle ne le fait pas pour le pays, elle ne la réclame pas pour le pays, elle la réclame pour elle-même. Sur la question de fond de la dissolution, je pense que si on s'intéresse à notre Constitution et au fonctionnement de nos institutions, la dissolution ne peut pas être un outil pour protéger le président de la République. L'Assemblée nationale n'est pas un fusible
à la main du président de la République. On voit bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est en première ligne. Parce que la dissolution de 2024 et parce que une instabilité gouvernementale, effectivement, depuis 2024. Ce qui fait que le président de la République est aujourd'hui en première ligne. Donc, décider d'une dissolution, c'est utiliser l'Assemblée nationale comme un fusible pour protéger le président de la République. C'est pas le sens de nos institutions, de notre 5e République. Et ensuite, on pourrait effectivement se dire, on dissout. Effectivement, on redonne la voix au peuple. Et c'est toujours une solution à envisager, presque en premier lieu, effectivement, de dire aux Français, on vous demande votre avis parce que quand on est élu, quand on est un vrai démocrate, on croit en l'élection et surtout on fait confiance au peuple français. Mais qu'est-ce qui nous garantit que ça apporterait une solution ? Parce que si on dissout là, et qu'on se retrouve toujours avec une majorité, avec une Assemblée nationale en 3/3, le pays est pas plus gouvernable demain qu'aujourd'hui. Donc c'est pas la solution miracle. Ça ne peut pas être la solution miracle, la dissolution. En revanche, effectivement, réussir à se mettre autour de la table, constituer un gouvernement, doter notre pays d'un budget, ça, c'est une solution concrète et à laquelle on doit tous s'atteler aujourd'hui. C'est ce qu'on va espérer d'ici vendredi soir, puisqu'après avoir accepté de conduire d'ultimes négociations avec les forces politiques, je cite, ma mission est terminée, a déclaré Sébastien Lecornu mercredi soir lors du journal de 20h sur France 2. L'Élysée doit donc dévoiler le nom du nouveau Premier ministre d'ici vendredi soir. Quel profil, selon vous, pourrait répondre aux attentes des Français et apaiser le climat politique ? Je partage totalement le profil qui a été dessiné par Sébastien Lecornu lors de sa dernière prise de parole. D'abord, un homme ou une femme d'État, d'expérience, mais qui n'a pas d'ambition pour 2027. Je crois que ça va être déterminant pour justement réussir à construire autour de lui ce pacte de stabilité, parce que si l'on continue à mettre les potentiels candidats de 2027 finalement dans un rôle de premier ministrable, on n'y arrivera pas. Ils sont d'ores et déjà en concurrence en vue de cette élection présidentielle 2027. Je ne vois pas comment l'un d'entre eux pourrait réunir et rassembler autour de lui. Donc effectivement, un profil presque plus technique. Je suis pas très fan d'habitude des gouvernements techniques, mais là, à nouveau, la mission 1, c'est le budget. Et donc, il nous faut effectivement quelqu'un qui a l'expérience d'un budget, l'expérience aussi du Parlement, parce que l'Assemblée nationale est quand même un environnement un peu particulier quand on est Premier ministre et qu'on est membre du gouvernement. C'est quand même un objet à connaître, l'Assemblée nationale. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui clairement n'a pas d'ambition pour 2027. Je crois que c'est peut-être les deux critères, et ensuite, très objectivement, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit du centre, qu'il soit à peu près ce qu'il veut, c'est pas le sujet. Sauf qu'on a eu des premiers ministres plutôt vers la droite. Est-ce qu'on ne doit pas aller justement direction la gauche ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais à nouveau, pour moi, c'est pas le sujet. Son étiquette politique ne sera pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi faire ? Comment est-ce qu'on construit un budget ? Qu'est-ce qu'on met dans le budget ? Pour 2026, pour notre nation, pour les Français, parce que je trouve que dans la séquence qu'on a vécue cette semaine, on a peut-être et avant tout oublié de parler des Français. On a beaucoup parlé de politique, on a beaucoup parlé d'institutions, on a beaucoup parlé des uns, des autres, de Bruno Le Maire, de Bruno Retailleau, d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal, de Marine Le Pen, de qui vous voulez, mais moi j'ai peu entendu parler des Français. Et peut-être que le sujet premier, il est quand même là. C'est bien pour ça qu'on doit avant tout construire un budget pour répondre aux attentes des Français et pour que l'économie française arrête de plonger comme elle est en train de plonger aujourd'hui. Un dernier mot très rapidement, Lise Magnier, concernant la réforme des retraites. Forcément, elle revient sur la table. Doit-on suspendre la réforme des retraites ? J'avoue que on a le droit, même quand on est député, d'avoir une difficulté à se faire une opinion. Moi, ce que j'essaye de peser, c'est quel est le coût budgétaire, économique et financier de la suspension de cette réforme des retraites versus le coût de l'instabilité politique. Et aujourd'hui, j'ai objectivement pas réussi à faire cette balance-là. Moi, je pense que la réforme des retraites, et j'en ai été l'une des ardentes défenseurs, d'abord celle qu'on a essayé de porter en 2019, qui était une réforme beaucoup plus systémique pour adapter notre régime des retraites à la réalité de la société française actuelle, et puis celle qui n'a pas abouti à cause Covid, et puis la suivante, parce que là aussi, il y a une réalité budgétaire, il y a une réalité démographique dans notre pays. Et donc, oui, il faut travailler plus longtemps dans notre pays. Je sais que ça fait plaisir à personne, mais c'est une réalité si on veut sauver notre système de solidarité. C'est ça l'enjeu quand même. Le système par répartition, il est fondé sur un nombre d'actifs et un nombre de retraités. Aujourd'hui, l'équation est déséquilibrée. Comment fait-on ? Effectivement, la solution que nous avons proposée, c'est de travailler plus. Mais
sur la question de la suspension. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, si vous me laissez 1 minute. Quand on a fait la réforme des retraites, la fameuse réforme dite Borne. Oui, on a fait un choix courageux d'allonger la durée du travail pour nos concitoyens de façon progressive, nous le savons tous. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle du salé, mais on a fait du sucré aussi. C'est-à-dire qu'on a mieux pris en compte les carrières dites longues pour nos concitoyens qui commencent à travailler plus tôt. On a commencé à améliorer la question des carrières hachées pour les femmes qui ont des enfants. On a mieux reconnu certains emplois. Je pense, et je m'adresse à, si ils nous écoutent, aux TUC qui ne bénéficiaient pas d'un régime de retraite digne de ce nom. On les a intégrés dans cette réforme des retraites. En fait, sur la loi, vous aviez quasiment la moitié des mesures qui étaient prises, qui étaient des mesures dites sucrées, des mesures d'amélioration du régime des retraites par rapport à ce qui existait avant. Et donc si on suspend tout ou on suspend que le salaire. C'est pas la même chose. Et donc il faut aussi qu'on soit très clair sur ce dont on parle quand on parle suspension de la réforme des retraites. Et moi je trouve qu'aujourd'hui personne n'est très clair sur ses attentes. Eh ben, on va suivre ça de très très près. Merci Lise Magnier, députée Horizon de la 4e circonscription de la Marne. À très bientôt. Merci, à bientôt.